Donc j'invite les membres de la table ronde à gagner l'estrade. Attends, non, il marche pas. Tiens, je t'en ai mis un là. Bah, tu peux essayer, mais. Vous êtes 4, voilà, c'est ça. Donc Agnès Chiatona, maîtresse de conférence à l'ENSI, va modérer cette table ronde qui accueille Cécile Touitou, Rachid Aliwa et Damien Day. Je vais tout de suite vous passer la parole. Celui-là, s'il marche. Alors, Emmanuel, est-ce que tu peux venir juste sur la diapo de transparent et me donner du coup ça. Ouais, non, la première, l'introduction. D'accord, merci. Donc, bonjour tout le monde pour cette première table de la matinée, intitulée, comme vous voyez sur ce transparent, c'est ce que les données font aux bibliothèques et inversement. C'est les fils rouges de cette table ronde, où bien évidemment on va voir ce que les données font aux bibliothèques, mais également ce que les bibliothèques font aux données, comment les bibliothèques les utilisent, les exploitent, les produisent pour, au final, faire raconter les activités des bibliothèques, mais aussi plus largement nourrir la réflexion stratégique de ces institutions et également tout simplement s'adapter aux usages, aux nouveaux usages des bibliothèques et plus largement raconter la bibliothèque d'aujourd'hui et se projeter aussi dans le futur. Alors, pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir 3 professionnels des bibliothèques. Je vous laisserai tout à l'heure la parole pour que vous vous présentiez. Et pour amorcer un peu la réflexion, nous avons vu dans la table, plutôt dans la conférence précédente, que les bibliothèques sont depuis toujours des grandes productrices et consommatrices des données, des différents types, ce qui fait qu'en fait les données en bibliothèque sont omniprésentes, multiples. Et du coup, ma première question, ça serait, est-ce que vous pouvez nous présenter quel type d'indicateurs et de données vous travaillez quotidiennement dans le cadre de vos activités, ce qui vous donnera aussi l'occasion peut-être d'introduire un peu vos fonctions respectives. Vous avez tous les micros. Donc bonjour, donc Rachid Aliwat, je suis responsable du bureau informatique documentaire de la direction informatique de l'Université de Lille. Donc je ne suis pas membre d'un SCD, mais je travaille en étroite collaboration avec les professionnels du service commun de la documentation de l'Université de Lille. Donc l'objet de mon bureau, c'est de s'occuper des outils de gestion en bibliothèque. Et les outils de gestion en bibliothèque divers et variés produisent de la donnée, produisent de la matière première pour fournir des indicateurs auprès des professionnels de bibliothèque. Donc à la fois les outils de gestion traditionnels comme le système intégré de gestion de bibliothèque, sur les données de circulation, les données d'acquisition, ce genre de choses. Des données autour des usages en ligne, la consultation de ressources en ligne, qui est sur lesquelles on fait un travail assez abouti à l'Université de Lille, donc les usages des abonnements en ligne, parce que les ressources électroniques en ligne, c'est un budget colossal pour le service commun de la documentation, c'est 75% du budget du SCD, et c'est le cas dans beaucoup d'universités. Donc beaucoup de données d'usage sur la consommation de ressources en ligne.
Et puis d'autres types de données autour des 1001 services que peut proposer une bibliothèque, un learning center aujourd'hui, donc autour des usages. Ça peut être autour de, évidemment des données d'usage des locaux, des données d'entrée dans les bibliothèques, des données de réservation de salles, puisqu'on propose de plus en plus ce type de service, réservation d'objets ou de services en ligne. Des données d'usage des sites internet liés au SCD, que ce soit les pages d'information du service commun à la documentation, mais c'est aussi les plateformes numériques, plateformes de bibliothèques patrimoniales, bibliothèques numériques patrimoniales, bibliothèques de sujets d'examen, bibliothèques en ligne de plateformes des thèses et mémoires. Donc voilà, il y a une foultitude de plateformes qui ont des usages et on a besoin de cerner les usages. Donc voilà un petit éventail du panel que l'on gère, en tout cas pour l'Université de Lille. Oui, donc je suis Cécile Twitou, je travaille à la bibliothèque de Sciences Po, responsable d'une cellule qui s'appelle la cellule prospective. Et je suis par ailleurs, je crois que voilà, je mets rarement cette casquette, mais présidente de la commission CN46 de la FNOR, parce que c'est aussi important, je dirais un mot de cette cellule de cette commission AFNOR statistique en bibliothèque qui adapte au contexte français des normes ISO. Donc je dis juste un mot, pardon, de ça, mais on a 3 normes quand même en bibliothèque, la 2789, la 11620 et la 16439, qui décrivent la façon dont on peut collecter des données d'activité, des données de performance ou de qualité et des données d'impact, et comment on peut approcher ces éléments. Et c'est vraiment important de savoir qu'on peut se référer à un descriptif d'indicateur qui est international. Et on parlait d'interopérabilité, de comparaison, et l'évaluation, c'est aussi d'abord de la comparaison. Et pour pouvoir se comparer, il faut qu'on compte de la même façon. Et donc ces données qu'on compte un peu partout dans le monde en bibliothèque, elles sont décrites dans ces 3 normes. Donc si vous voulez plus d'éléments, je pourrais vous en donner plus tard. Donc en fait, on est réunis aussi ici parce qu'on est tous les 3 auteurs de contributions dans un ouvrage qui est paru au printemps aux presses de l'ENSIB, Compter pour raconter. Donc Véronique a beaucoup parlé du narratif autour des données, et c'était un peu l'idée de l'ouvrage. Donc la deuxième table ronde parlera également de ça, plus en lecture publique. Mais voilà, sur ces données, comment ces données peuvent nous fournir des éléments élémentaires pour parler de la bibliothèque, parce que la bibliothèque est souvent invisible, en tout cas dans la complexité de ses activités, et comment faire du storytelling. Donc pour répondre à ta question, pardon Agnès Cadette-Long, à la bibliothèque de Sciences Po, donc on a un petit établissement comparé à Lille avec 15 000 étudiants, mais à Paris peut-être 10 000 étudiants. Et ce qui nous importe, je trouve, si je peux apporter une nuance, mais peut-être que tu y reviendras tout à l'heure, c'est que principalement pour nous, c'est la bibliothèque universitaire. Pour nos étudiants, est-ce que c'est d'abord un lieu, et puis après c'est un endroit où on va trouver des contenus. Donc ce qu'on collecte prioritairement, parce qu'on a vraiment une énorme tension sur les lieux, c'est des données autour de la fréquentation, l'occupation des espaces, la saisonnalité de l'occupation, parce que comme dans toutes les SCD, on a une occupation extrêmement saisonnière, que ce soit dans la journée, dans la semaine ou dans l'année. Donc ces données de fréquentation sont très importantes pour nous, parce que c'est vraiment un problème de logistique très très basique, mais comment on gère les espaces, comment on gère cette suroccupation. Et puis après, bien sûr, comme vous, c'est des données d'utilisation des ressources imprimées et numériques. Et on y reviendra peut-être, mais la question de la segmentation aussi des usages, et de faire un petit peu des portraits d'usagers en fonction, voilà, de leur fréquentation des espaces, de leur utilisation des ressources. C'est vraiment pour nous important. C'est des indicateurs qui vont créer, un peu comme quand on fait des personas, on cherche les variables comportementales qui font des personas. Pour nous, ce qui fait la spécificité d'un usager de notre bibliothèque, c'est sa fréquentation et son utilisation des ressources. Merci Cécile. Damien? Oui, moi c'est Damien Day. Actuellement, je suis chef de service des collections documentaires à l'Umatech depuis le 1er septembre, mais auparavant, donc, j'étais chargé d'évaluation à la BPI au sein du service études et recherches. Donc, le service études et recherches, c'est un service qui a en gros trois grandes activités. C'est un service qui
pilote des programmes de recherche sur des questions de lecture publique sur des terrains qui sont en dehors de la BPI. C'est un service qui aussi fait des études de public, beaucoup sur des méthodologies d'enquête qualitative, mais aussi avec des enquêtes administrées en sortie de bibliothèque. Donc là, l'idée, c'est de photographier le public de la BPI, puisque la BPI a peu de données de profil, vu qu'il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de modalité d'entrée. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, l'entrée est complètement libre. Et on a aussi une activité de suivi de données générées par les compteurs, par des outils d'administration de services. Et donc dans ce cadre donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait une complémentarité entre les données qui sont produites par des méthodologies d'enquête et ce qu'on peut savoir en amont des enquêtes par les données, par différents gisements de données qui existent déjà au sein de la bibliothèque. Et donc parmi ces données qui nous intéressent plus aujourd'hui, donc on travaillait beaucoup sur les données de fréquentation, notamment avec l'unité de base, c'était vraiment l'entrée. Et c'est aussi ce jeu de données qu'on travaille depuis, que le service travaille historiquement depuis plus longtemps, puisque c'est un jeu de données qui a commencé à exister à partir du début des années 80 et que le service a commencé à travailler à partir des années 2000. Mais progressivement, on a vu d'autres jeux de données s'adjoindre à ce premier jeu historique donc de données issues des compteurs d'entrée dans la bibliothèque. Et donc on est aujourd'hui aussi amené à regarder les scans d'ouvrages rangés, les sessions sur les PC informatiques, à regarder aussi des données issues des sites web ou des vues de certains contenus qu'on peut proposer, que la bibliothèque peut proposer en ligne. Mais quelque part, le cadre d'analyse, il reste quand même fortement influencé par l'histoire et donc par ce cadre influencé par la notion de fréquentation qui s'est forgée auprès de l'entrée, de la donnée entrée, quoi. Merci Damien. Alors, votre premier dénominateur commun, c'est justement travailler tous sur les données de fréquentation des bibliothèques, que ce soit en présentiel ou à distance. Le deuxième, c'est que vous êtes co-auteur de cet ouvrage, donc les titres s'affichent ici sur les slides, Compter pour raconter du bon usage des bibliothèques, des données en bibliothèque, qui nous donne déjà une indication assez explicite de quel type de données sera question. Parce que ces données d'usage en bibliothèque, en général, elles sont générées automatiquement par des outils de gestion et se traduisent en fait en indicateurs statistiques et les données qui vont avec. Alors, ces indicateurs, ça n'a pas été encore dit ici, mais certains peuvent être considérés comme, on va dire, fiables, robustes, univoques, qu'on peut interpréter sans ambiguïté. D'autres, en revanche, doivent être interprétés avec prudence. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces indicateurs statistiques et les données qui vont derrière, qu'on doit interpréter avec circonspection? Et pourquoi? Oui. Moi, particulièrement dans l'ouvrage, j'ai écrit un article qui parle justement de la génération d'indicateurs autour de la consommation de ressources en ligne. La navigation sur les plateformes de ressources via les serveurs proxy de EasyProxy de vos établissements. Et ce qui est univoque, ce qui ne pose pas de problème en termes de comparaison de consommation de ressources d'une plateforme à une autre, c'est ce qui est normalisé par Counter, particulièrement Counter 5. Le souci, c'est que toutes les plateformes ne proposent pas la possibilité de moissonner des rapports Counter. Et c'est la raison pour laquelle on a par ailleurs l'analyse de nos logs EasyProxy via la solution EasyParse. Ensuite, nous on fait ce qu'on appelle de l'enrichissement de données pour pouvoir caractériser la typologie des personnes qui consultent les ressources avant injection dans EasyMeasure. Sauf que là, l'un des problématiques EasyParse, c'est que vous avez ce qu'on appelle un analyseur, un parseur par plateforme, et que tous les parseurs ne se valent pas en termes de richesse, en termes de pertinence. C'est pas forcément la faute du parseur, ça peut être la faute de la plateforme elle-même qui utilise des URL trop
trop faible en termes d'information. Donc on n'a pas d'information de bouquet, on n'a pas d'information de titre, il n'y a pas de DOI, ce genre de choses. Et donc autant Counter, c'est vraiment une information de qualité, de pertinence et surtout utile à la comparaison. Autant EasyParse va plutôt nous donner d'une information pertinente du côté de la volumétrie de consommation à l'intérieur de l'établissement, parce que nous on fait de l'enrichissement, donc on a la possibilité de répondre à des questions du type qui consomme quoi dans l'établissement plus précisément, quelles sont les consommations de la part de telle faculté, quel département, etc., ou quelle typologie d'individus entre les enseignants-chercheurs, les étudiants entre eux, première année, deuxième année, etc. Et donc on met en parallèle, pour compenser les défauts d'un modèle, on met en parallèle et on croise de l'information, en tout cas de la visualisation, entre ces deux façons de voir les choses, parce qu'il y a des limites à l'exercice des deux côtés. On va en parler tout de suite là. Moi, j'avais envie de revenir, non pas spécifiquement sur mon établissement, mais sur, en fait, il y avait 2 indicateurs historiquement phares en bibliothèque qui étaient, pour les étudiants, peut-être ils n'ont pas connu cette époque, mais le taux d'inscrits et le nombre de prêts. Et donc là, vous savez qu'actuellement, le ministère de la Culture est dans une grande campagne de comptage des visites. Et c'est extrêmement vertueux parce qu'auparavant, donc, on comptait les inscrits qui étaient un nombre d'inscrits emprunteurs, donc une personne qui a fait la démarche de s'inscrire et d'avoir emprunté dans les 12 derniers mois, qu'on rapportait à une population de la commune dans laquelle était implantée la bibliothèque. Donc vous voyez qu'à chacun des mots, il y a un problème, il y a un biais, et que finalement ce taux d'inscrits ne voulait absolument rien dire. Et on avait ce chiffre, moi j'ai toujours connu ce chiffre de 18% des Français sont inscrits dans une bibliothèque municipale, mais en fait qui ne voulait absolument rien dire. Et donc là maintenant, on revient à une granularité plus élémentaire, comme le fait la BPI. Du coup, on compte les visites et finalement, en ayant vraiment un comptage élémentaire de la visite et de l'impact de la bibliothèque sur son public cible, on va pouvoir après décliner toute une gamme d'indicateurs qui seront beaucoup plus vertueux et beaucoup plus représentatifs d'une réalité, parce que ce sera fiable et la construction des indicateurs à venir sera également fiable. Et l'autre chose, c'est les prêts. Donc même nous, on compte les prêts, mais en fait, si on veut se comparer à une autre bibliothèque, il y a des prêts qui sont adossés sur 3 semaines, sur 1 mois, et finalement, on compte des choses qui n'ont absolument rien à voir là aussi. Et on avait un petit peu ce fétichisme du prêt par lecteur, du prêt par... on faisait aussi de la segmentation des prêts. Dans telle école, les étudiants empruntent tant, etc. Et là aussi, il faudrait peut-être réfléchir de façon différente au prêt, non pas compter l'unité de prêt, mais le jour de prêt. Et c'était 2 exemples un peu caricaturaux d'indicateurs qui ont été utilisés pendant des dizaines d'années, qui finalement étaient extrêmement approximatifs et plein de sources d'erreurs. Du coup, pour la BPI, alors je pense à 3 indicateurs qui étaient relativement importants dans la pratique qu'on avait, qu'on a au sein du service. Il y a le nombre d'entrées, il y a le taux d'occupation qui est un dérivé du nombre d'entrées, et la durée moyenne de séjour estimée aussi à partir du nombre d'entrées. Donc ça, c'est issu quelque part d'un héritage historique et d'une forme de sédimentation. C'est petit à petit que ces indicateurs-là se sont, pour diverses raisons, imposés comme des indicateurs importants. Après, pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de biais et voilà, qui ne sont pas univoques. Et je pense que tout indicateur a ses biais et est univoque. Après, ce qui compte, il me semble, c'est le fait qu'il y ait une sorte de consensus en interne sur l'interprétation raisonnée qu'on peut faire de tel ou tel type de données. Donc ça dépend notamment de la maîtrise de comment sont fabriquées techniquement les données. Par exemple, pendant la période des réouvertures post-Covid, on a essayé de davantage observer ce qui se passait au niveau de l'offre en ligne. Mais en fait, on était face par rapport à quels sont les usages derrière des contenus culturels, par exemple, qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux. On avait moins la maîtrise de comment chaque métrique est calculée, que veut dire chaque métrique selon les plateformes, que par rapport à un compteur physique qu'on peut tester, qu'on peut davantage maîtriser techniquement. Donc
Je pense que voilà, il n'y a pas d'indicateur univoque. Après, il y a différentes situations qui font que qu'on maîtrise plus ou moins la trace d'usage qu'il peut y avoir derrière tel ou tel type de données. Et donc, on finit par choisir ou par mettre en avant plus tel ou tel type de données que d'autres. Après, je pense que, en tout cas, nous, ce qu'on a pu constater, c'était que par rapport à des données numériques, notamment quand on essayait de capter une forme de fréquentation en ligne d'actions culturelles ou d'usage de contenu culturel en ligne, il y avait une volatilité beaucoup plus forte et une diversité beaucoup plus forte des usages derrière un même type de données, alors que derrière une entrée physique dans une bibliothèque, alors on peut avoir un professionnel qui va faire des allers-retours, on peut avoir une diversité aussi d'usages, mais sur une palette plus restreinte. Et donc c'est ce type de données physiques, on avait tendance à davantage les travailler pour ces raisons-là. Oui, juste pour compléter, c'est parce que vous avez des capteurs en bibliothèque et du coup chaque passage est comptabilisé en tant qu'un indice de fréquentation, alors que par exemple les professionnels de bibliothèque aussi passent devant ces capteurs. C'est ça un peu les biais de ces... Oui, par exemple. Ouais. Voilà, très bien. Il y a d'autres biais liés aux capteurs. C'est lorsqu'on compare on a le cas chez nous, de grosses bibliothèques. Une qui a sa cafétéria, les toilettes sous douane, et l'autre qui a la cafétéria et les toilettes hors douane. Et ben, ça fausse évidemment la comparaison entre ces deux entités. Et donc, ne jamais perdre de vue le contexte de l'architecture des lieux, et donc rester les pieds sur le terrain et pas regarder les choses d'en haut, sinon on passe à côté de la réalité. Donc voilà, ça nous fait une parfaite transition pour la question suivante, c'est-à-dire quelles sont vos stratégies, parce que le mot a été prononcé ici, ces données et ces indicateurs ont tous des biais. Quelles sont vos stratégies ou tout simplement de pouvoir les interpréter de manière correcte? Comment vous faites? Ne pas constituer une tour d'ivoire, descendre sur le terrain, recontextualiser les choses. Il y a un contexte physique, géographique, architectural des lieux. Ça, c'est pour la partie circulation de documents ou circulation dans les lieux, mais il y a aussi le contexte scientifique. Une bibliothèque de santé, une bibliothèque de sciences humaines et sociales, c'est pas appréhendé de la même façon. C'est pas les mêmes disciplines scientifiques, c'est pas la même offre, notamment lorsque l'on parle de ressources, de consommation de ressources en ligne. L'offre impacte les usages. Si on a moins d'offres, il y a forcément moins d'usages. Donc il faut contextualiser les choses de ce côté-là. Il faut contextualiser par rapport aux populations qui fréquentent ces bibliothèques, et on peut avoir de grosses disparités d'une région de France à une autre, et à l'intérieur d'une région, d'un établissement à l'autre, et avec des perceptions aussi différentes selon qu'on soit en région parisienne ou en province. On peut aller jusqu'à se poser la question de l'IPS, l'indice de positionnement social aussi, par rapport à la fréquentation de l'établissement. Il y a plein de choses à mettre en place en termes de contextualisation pour ne pas passer à côté de la réalité de la vie d'établissement, en fait. Et donc moi, comme je suis dans un plus petit établissement que le tien, on essaye systématiquement, au-delà de la collecte des données d'activités générées soit par le SIGB, soit par les compteurs d'entrée, d'organiser des focus group en fait après avec des usagers, de façon à un peu faire parler les chiffres avec les usagers, et de façon, et d'ailleurs c'est ce que dit la norme 16439 sur l'impact des bibliothèques, qui invite à trianguler, enfin c'est un mot un peu prétentieux, mais en tout cas de faire résonner les données collectées par les outils avec les données sollicitées, pour reprendre la terminologie qu'évoquait Véronique. Donc les données sollicitées, c'est-à-dire qu'on va faire des questionnaires où on va faire de l'observation pour essayer de donner un peu de chair à ces données brutes qui sont collectées par les outils. Et du coup, je rejoins Rachid sur le fait de ne pas rester dans sa tour
d'ivoire, en fait, notamment en mobilisant des méthodologies aussi qualitatives et en mobilisant juste de l'observation, d'aller échanger d'aller faire des observations sur le terrain, d'aller tester aussi comment fonctionnent les capteurs, et ça peut être aussi de mobiliser une approche expérimentale. Par exemple, à certains, ça peut être d'aller à telle heure faire 100 passages, ou pour voir comment, quand on fait quelque chose in situ, quelle est la trace qu'on a le lendemain dans son fichier. Et puis échanger avec les collègues qui sont en poste, en fait, si on est sur des questions de service public, pour recouper les observations de terrain avec la donnée enregistrée. Il y a aussi, comme on est face à divers jeux de données, il y a cette idée aussi de voir ce qui converge. Donc ce qui peut aussi pointer la bonne interprétation, c'est quand différents jeux de données pointent dans la même direction. Mais donc, après, pour vous donner un exemple, par exemple, on avait un indicateur, donc la durée moyenne de séjour, qui était un indicateur sensible à différentes choses. Par exemple, à l'action, à l'offre culturelle. Par exemple, on ouvrait une exposition, il y avait un impact sur la durée moyenne de séjour, puisque les gens ça allait générer des passages, mais sur des durées de visite plus basses que le public qui vient étudier sur place. Mais en même temps, la durée de séjour était aussi sensible à la composition du public, puisque on savait que certaines catégories vont tendanciellement rester plus longtemps que d'autres. Et donc en fait, si on reste dans sa tour d'ivoire juste en voyant sa courbe de durée de séjour qui monte, on peut faire la mauvaise interprétation si on va pas regarder dans le programme d'action culturelle est-ce qu'il y a eu un événement qui est susceptible d'avoir fait varier cette donnée. Si on ne va pas voir les collègues qui vont nous dire oui, il y a eu un groupe, je sais pas, de retraités qui sont venus, puis ils sont restés 20 minutes pour faire un tour. Faut recouper, enquêter. C'est aussi un peu la fonction, la cascade de détective. J'ajoute aussi que, contrairement à moi, qui ne suis pas membre du SCD, les professionnels de bibliothèque, soit bibliothèque assistants ou des bibliothécaires ou des conservateurs, dans le cadre des maquettes pédagogiques, interviennent auprès des étudiants pour dispenser de la formation autour de l'utilisation des ressources mises à leur disposition. Et puis, dans le cadre du travail, notamment de gestion des ressources en ligne, négociation, etc., auprès des plateformes. Et évidemment, les gestionnaires qui gèrent les abonnements se rapprochent quand ils ont la possibilité, lorsque les enseignants-chercheurs ont aussi la disponibilité, des équipes d'enseignants-chercheurs pour orienter, décider de la politique de gestion documentaire. Ils ne sont pas du tout... encore une fois, dans leur tour d'ivoire. Et c'est ça, descendre sur le terrain aussi. C'est échanger avec l'usager final du service que vous mettez à disposition, les enseignants-chercheurs et les étudiants. Cécile ? Oui, non, je voulais dire aussi que ces données, elles sont souvent bibliocentrées, c'est-à-dire que les bibliothécaires ont une tendance peut-être à collecter ces données depuis très très longtemps. On est des grands compilateurs de données, et c'est des données qui vont nous permettre de gérer notre service, de gérer la bibliothèque, et que de plus en plus peut-être on essaie aussi d'inverser les données collectées et essayer de construire aussi des indicateurs avec les usagers pour voir, parce que pour reprendre l'exemple de la fréquentation, une fréquentation qui serait en augmentation constante serait peut-être bien vue du côté de la bibliothèque ou même de sa tutelle, mais inversement pour les usagers, ça signifie une bibliothèque de plus en plus occupée. Et du coup, avoir un indicateur peut-être de disponibilité des places, ce serait un contre-indicateur qui peut être aussi intéressant à suivre parce que qui va construire la satisfaction des usagers. Et donc il faut essayer aussi de décentrer la collecte des données, avec aussi, après je comprends bien que ce n'est pas des données de gestion ni de traces, mais d'entrer un peu dans la construction de ce qui fait la satisfaction des usagers, même si ce n'est pas de la donnée brute, c'est de la donnée construite, mais ça peut être aussi intéressant de la mettre en regard. Et juste aussi pour rebondir sur
l'intérêt de s'intéresser à ce qui se passe du point de vue de l'usager, comment l'usager ou l'usagère se réapproprie le dispositif bibliothèque qui est proposé. Parce que un des risques aussi dans l'interprétation de ces données générées par nos outils de gestion, c'est qu'on peut tomber dans des formes de routine d'interprétation, et puis on peut aussi, vu que ce sont des outils qui nous aident à administrer des services, en fait, on peut avoir tendance à projeter les usages souhaités tels qu'on les a conçus. Les usages tels qu'on les a conçus quand on a conçu le service. Et en fait, quand on fait des entretiens avec des publics, on se rend compte qu'ils sont dans des logiques d'usage complètement autres. Et parfois, il y a un recoupement. Ils peuvent avoir un comportement qui va générer de la donnée qui recoupe à peu près ce qu'on attendait. Mais en fait, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils avaient en tête quand ils ont fait telle ou telle chose à la bibliothèque, on peut parfois être vraiment surpris. Et donc voilà, c'est toujours intéressant aussi de mobiliser en complément des méthodes d'enquête qualitative. Après, juste en exemple, je ne sais pas combien, très souvent en entretien, ça met, pareil sur les questions d'orientation dans la bibliothèque, ça m'est arrivé de questionner des usagers sur comment ils sont arrivés à tel endroit, comment ils se sont orientés, etc. Et en fait, quasiment jamais les personnes interrogées utilisaient la signalétique, même quand on faisait l'entretien juste en dessous d'un panneau immense avec noté le nom de l'espace dont on parle. Donc il y a toujours un filtre de l'usager qui sera déformant ou pas, ou c'est nous qui avons un filtre déformant. En tout cas, il faut avoir ça en tête. Je pense qu'on voit très bien à travers vos interventions comment ces indicateurs statistiques et les données qui les sous-tendent jouent un rôle central en fait pour faire vivre la bibliothèque et la faire connaître tant auprès de vos collègues, de vos usagers, de vos tutelles, mais plus généralement, on va dire, dans la cité. Et du coup, est-ce que vous pouvez, pour conclure cette table, nous dire quelques mots, comment vous mobilisez, pour quel type d'action ces données, pour quel objectif et de quelle manière? Il y a deux gros pôles, le pilotage, l'aide à la décision. Je pense surtout quand on gère un portefeuille de ressources électroniques en ligne qui se chiffre en plusieurs millions, vous devez prendre des décisions, vous devez arbitrer, et les indicateurs sont là pour vous accompagner. Il ne faut pas les laisser prendre la décision. C'est vous qui prenez la décision. Les indicateurs sont un paramètre parmi d'autres. En plus de la connaissance de terrain, des besoins, connaissance des maquettes d'enseignement, connaissance des laboratoires de recherche et de leurs problématiques. Ça, c'est vachement important, évidemment. Donc voilà, il y a cette partie aide au pilotage, et puis il y a la partie communication aussi. Les tableaux de bord, les indicateurs, ça sert pour valoriser une équipe, valoriser un travail, valoriser une politique, valoriser une stratégie, appuyer une stratégie. Et ça sert, c'est très important pour la communication en plus du pilotage. Oui, donc en complément, pour nous, ça va aussi nous servir à ce que tu disais autour de la communication, de faire du plaidoyer, de l'advocacy, mais aussi de faire un retour. Nous, on a plusieurs écoles, par exemple, avec des secrétariats pédagogiques, des directeurs d'écoles, etc., qui n'ont pas idée en fait des besoins de leurs étudiants, de leur consommation de bibliothèque, de leur séjour en bibliothèque. Et rien que d'aller voir nos interlocuteurs pédagogiques en leur disant vos étudiants, ils restent en moyenne 5 heures par jour à la bibliothèque, les prépas concours, ils sont là toute la journée, ils consomment tant de ressources électroniques, ils empruntent tant d'ouvrages et tout. Eux-mêmes ont leur propre agenda, leur propre problématique. Et des fois, ce sont des dialogues de sourds et chacun est dans sa tour d'ivoire, pour reprendre ta métaphore. Et on essaye aussi c'est vraiment un élément de communication et d'échange, et de construire en fait le meilleur dispositif pour accueillir ces étudiants et d'adapter aussi l'enseignement et rendre toute sa place à la bibliothèque, qui est souvent méconnue par les personnes qui réalisent les maquettes ou qui travaillent avec ces étudiants au quotidien.
Et bah, du coup, un peu pareil que vous. Voilà, ça va être des fonctions de pilotage, aussi de communication à l'externe, de dialogue, d'échange avec la tutelle. Donc voilà. Après, il y a aussi une fonction qui me semble importante, c'est celle de la communication en interne, puisque c'est le fait aussi de partager les résultats de ces données à l'équipe, aux équipes. Ça peut être aussi un moyen de forger aussi une culture commune de l'observation des publics, une culture d'une approche centrée sur l'usage et du coup, alors, même si les indicateurs et les données chiffrées sont imparfaites, ça peut être à un moment un point un peu à distance qui permet aussi un peu de synthétiser la diversité des observations que chaque professionnel fait au quotidien, et de chaque type d'usage que les professionnels peuvent faire. Et donc ça peut, je pense que ça contribue aussi à une certaine culture professionnelle, centrée sur l'usage, centrée sur l'observation des publics, qui est utile notamment en partant de mutations des usages et de réflexion sur l'évolution du métier. Du coup, je pense que c'est un levier qui peut être intéressant aussi en interne. Merci Damien. Merci à tous les trois pour ce partage de vos expériences sur cette question. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Pour ça, Donc, s'il y a voilà, des questions la parole dans est- la salle. Oui. Merci beaucoup pour les explications, c'est très intéressant, surtout quand on est comme moi de l'autre côté, si je puis dire, côté usager. Alors usager, ça fait plus de 35 ans que je suis à l'université, j'ai dirigé un laboratoire pendant très longtemps, j'ai beaucoup de maquettes, construit de maquettes, etc. Et j'avoue que la notion de tour d'ivoire, je la fais mienne, en quelque sorte, mais des deux côtés. Parce qu'en 35 ans, je disais à ma voisine, je n'ai jamais eu aucun dialogue avec le SCD, quelles que soient les universités dans lesquelles je suis passé. Alors j'avais une question et une suggestion. Ma question, c'est par rapport aux ressources numériques. Quelles sont, au-delà des métriques mises en place, quelles sont les informations dont vous disposez pour comprendre l'importance ou l'intérêt que peuvent revêtir telle ou telle ressource dans la politique d'acquisition. Alors je comprends que les indicateurs d'usage ou plutôt d'utilisation de telle ou telle ressource sont des éléments importants. Parfois, on a des ressources qui sont moins utilisées, mais qui sont absolument centrales pour un laboratoire de recherche, par exemple. J'en parlais tout à l'heure, 8 ans de direction d'un gros labo en sciences de l'information et de la communication à Lille. Et pendant ces 8 ans, j'avoue, je n'ai jamais eu l'occasion de dire au SCD quels étaient les besoins des 40 chercheurs qui composent le labo. Et pareil pour les maquettes. Alors ça, c'est une question. Et ma suggestion, ce serait peut-être d'avoir une politique un peu proactive. J'entendais parler de communication. Peut-être d'imaginer qu'au sein de chaque laboratoire, il y ait une personne dédiée au contact avec le SCD. En plus, en sciences de l'information et de la communication, on n'est pas si loin des problématiques des bibliothèques et de la documentation. On est même très très proche, d'ailleurs, je te salue. Alors donc ça, ce serait une suggestion. Qu'en pensez-vous ? Juste pour la deuxième remarque sur les bibliothécaires de liaison, en fait, ça existe dans certains établissements. Les Américains appellent ça les embedded librarians. Donc, ils vont vraiment chez leurs partenaires côté université, côté département, école, etc., pour vraiment prendre la mesure des besoins. Et récemment, j'ai dû travailler sur les organigrammes en bibliothèque, faire un benchmark sur les organigrammes des BU. Et il y a plusieurs collègues à Bordeaux-Montaigne, à Angers notamment, qui m'ont dit qu'elles étaient en train de refondre complètement leurs organigrammes, mais en partant des besoins de la pédagogie, en dimensionnant les besoins avec les effectifs dans les différents masters, en cherchant vraiment à dimensionner la bibliothèque et son organisation aux besoins
de l'université, parce que la bibliothèque est à disposition de ses usagers et non l'inverse. Alors, Stéphane, j'ai un peu me débiner parce que je ne suis pas membre du SCD, mais je vais me débiner à moitié. Moi, j'ai des échanges avec l'équipe de Québec, l'équipe de gestionnaires qui gère les abonnements aux ressources en ligne. Et puis, il y a aussi avec d'autres acquéreurs de la bibliothèque qui font pas partie de l'équipe de Québec, mais qui font à la fois des acquisitions papier et des acquisitions en ligne. Certains ont des échanges, je peux parler de l'anglais par exemple, il n'y a pas de souci avec les enseignants-chercheurs en anglais. Je pense que c'est lié en termes d'échange par la responsable des acquisitions en anglais. Je pense que c'est lié aussi qu'on est collex d'anglais. Et ça joue. J'ai parfois des membres du SCD qui me disent on a tenté des échanges et puis on n'a pas eu de retour. Bon, je ne sais pas dans quelle discipline scientifique, je pense que ça doit être variable d'une discipline à l'autre. Voilà, chacun se renvoie un peu la balle. Mais du coup, l'initiative de formaliser ça, d'organiser ça, parce que là, c'était lié jusqu'à maintenant à la bonne volonté des uns et des autres. Et je pense que l'idée d'organiser les choses, de les écrire, en tant que modèle organisationnel, entre les laboratoires, les facultés, voire la direction de la recherche, puisqu'il y a 20% presque des effectifs, peut-être que j'exagère un peu, peut-être 15% des effectifs du SCD qui sont soutien à la recherche. Donc tu as sûrement des échanges avec eux autour de l'Ilometrix, autour de Sempra. Et donc là, il y a quelque chose à organiser via le service soutien à la recherche. Certains des membres de l'équipe de Québec sont membres aussi de soutien à la recherche, mais pas forcément tous. J'ai un doute sur ce que je dis. Donc là, il y a déjà un vecteur qui existe, qu'il faut exploiter, mais c'est vrai qu'il faut formaliser les choses, les organiser, et pour fluidifier les échanges. Oui. Je suis d'accord. Et j'avais autre chose à répondre par rapport au fait que certaines ressources extrêmement coûteuses ne sont utilisées que par peu d'usagers, mais que pour autant, il ne faut pas les supprimer. Je me souviens d'une conférence qui avait lieu ici à Lyon avec Carole Tenopir, qui est une chercheuse en bibliothéconomie de l'Université de Tennessee, qui avait créé ce site qui s'appelle LibValue, où elle essaye de mesurer le retour sur investissement de toutes sortes de choses, y compris les ressources électroniques. Et finalement, le retour sur investissement d'une acquisition extrêmement onéreuse, si elle aboutissait, elle parlait de prix Nobel, ou si ça aboutit à une meilleure visibilité parce que le chercheur en question qui a utilisé cette ressource va publier, va participer au rayonnement de l'université, c'est tout bénéfice, j'allais dire, pour reprendre ce fil économique, mais c'est vraiment les indicateurs et les données, c'est pas juste, comme disait Rachid, c'est hyper contextuel. Il faut vraiment à chaque fois, c'est pas juste un chiffre par rapport à un autre, mais c'est un chiffre dans un contexte avec tout l'impact de cette acquisition à moyen et à long terme pour l'université au-delà de la bibliothèque. Et peut-être juste sur le côté Humatech, équipement public Condorcet, il y a des choses qui existent, notamment on associe dans le cadre de comités d'acquisition des représentants de laboratoires, on a des référents sur les principaux laboratoires. Après, je pense que en fonction des champs concernés, les enseignants-chercheurs ne se mobilisent pas forcément tous de la même manière. Donc il y a aussi peut-être une réflexion à avoir sur les modalités de ce dialogue avec les usagers finaux. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'établissements où il y a cette fonction de dialogue et de consultation qui existe. Merci beaucoup. J'avais une petite question. Toutes ces données d'enquête que vous récoltez, elles sont ouvertes ? Non. En fait, il y a la problématique RGPD, particulièrement à Lille, où on fait ce qu'on appelle de l'enrichissement de données. Avec sur la consommation d'une ressource en ligne, on est capable de savoir qui consomme quoi. Sauf qu'on gère, on a une visibilité de type cohorte. On ne redescend pas jusqu'à l'individu. Une fois qu'on a extrait de l'information sur l'individu qui a consommé la ressource, on efface l'information sur l'individu et on n'a que la typologie de l'individu. C'était un enseignant-chercheur de telle faculté, tel département.
Non, c'est bon, j'ai tout. Donc, ça, c'est cadré. Le process d'enrichissement et d'effacement de la donnée à caractère personnel, il est cadré par le DPE établissement. Donc, il y a un travail, une sensibilisation et une certification nécessaire à l'établissement. Les données ne sont pas publiques, sauf ce qui a été décidé d'être public par l'équipe soutien à la recherche, notamment la possibilité d'exposer certaines données avec l'accord de laboratoire de recherche sur datagouv.fr, et l'instance lilloise s'appelle Lilo Data. Il y a du travail qui est fait en intra-universitaire, inter-universitaire. Chez nous, il s'appelle Lilometrix pour l'accompagnement des chercheurs, que ce soit des doctorants ou des enseignants-chercheurs, autour des données de la recherche, des archives ouvertes. Non, il y a une vraie prise de conscience, et plus que ça, un vrai travail de rester dans le cadre légal autour de la donnée. Que la donnée soit hébergée chez nous, ou dans une instance nationale, ou dans une instance privée, puisque certaines de nos données sont, pour certaines solutions en SaaS, c'est le cas de notre SIGB, elles sont bel et bien chez un prestataire privé qui, lui, doit aussi répondre contractuellement au cadre légal. Merci beaucoup. Je vous remercie encore. On peut les applaudir. Et je vais